Maintenant, on commence à voir comment ça comprend. Vous parlez de la langue et vous n'êtes pas très tendre dans votre dernier livre, L'éloge de la fuite. Je crois que c'est dans celui-là ou dans La Nouvelle Grille, peut-être dans les deux, au sujet de la langue. Vous dites que souvent on s'en sert pour dominer, les dominants s'en servent sur les dominés pour continuer à les dominer. Vous donnez des exemples comme amour et liberté, par exemple. Ce sont deux mots que vous n'aimez pas du tout. Puis il y en a bien d'autres que je n'aime pas. Je n'aime pas les mots. Mais parlons de ces deux-là. J'aime pas les mots, je suis bavard. Parlons de ces deux-là. Pour vous, l'amour... Prenez le premier, la fuite. Oui, la fuite, oui. La majorité des gens considèrent que la fuite est quelque chose de répréhensible. Hein, oui, la lâcheté. Quand vous dites c'est ça l'éloge de la fuite, on dit mais ce qui fait l'éloge de la lâcheté, justement. Voilà. Bah, c'est parce qu'il y a dans ce mot tout un contexte affectif qui vient de la socioculture. Je commence par dire, par exemple, que c'est la seule attitude pour un voilier devant le danger d'une mer démontée. Oui. À ce moment-là, c'est le seul moyen, et c'est pas lâche de fuir devant la tempête. C'est s'adapter à certaines lois. Exactement. Oui. Alors, chaque homme a une expérience des mots, et c'est ce qui rend les mots dangereux. Pour vous, la fuite, par exemple, pour continuer avec ce même mot, c'est la créativité qui est en l'homme. Parce que quand on ne peut plus agir, il faut bien imaginer les moyens de s'en sortir. Et c'est en imaginant que l'on devient de plus en plus homme. Et bien sûr, la seule particularité du cerveau humain, c'est de pouvoir créer de l'imaginaire, c'est-à-dire créer de l'information, ce qu'aucune espèce animale ne peut faire. Il a un cerveau qui est fait de telle façon qu'il a des systèmes, ce qu'on appelle des systèmes associatifs, qui permettent, à partir de l'expérience mémorisée, de la mémoire, de mélanger ces expériences de telle façon qu'il en naisse ce qu'on peut appeler de nouvelles structures. Quelque chose de neuf, voilà. Des idées neuves. Voilà, la solution nouvelle à un problème ancien. Alors, évidemment, c'est une fuite devant la barrière infranchissable de tout ce qu'est la vie sociale et la vie... Et c'est la découverte d'un nouveau monde. C'est en ça qu'il y a une fuite. Mais cette découverte, malheureusement, bien souvent, elle est facilitée par la drogue, par exemple. Les drogues illicites. Oui. Elle est facilitée par la psychose. C'est une fuite, la psychose. Ou par la créativité. L'amour vu par vous, biologiste, ça peut être assez déprimant pour certaines personnes. Je crois pas. Comment voyez-vous l'amour? Mon chapitre sur l'amour se termine par quelque chose, je ne l'ai pas par cœur, enfin, l'idée est la suivante, c'est qu'il commence l'amour au moment où le nouveau-né qui était bien au chaud au sein de sa poche des os maternelle, et qui n'avait rien à désirer qu'à vivre et à se développer, sort brusquement et reçoit sur la nuque le vent froid du monde. Et qu'à ce moment-là, il est forcé de respirer seul, tout seul, et pour lui seul, jusqu'à la mort. Et l'amour, en fait, ça se termine, ce passage. Et je dis d'ailleurs, heureux celui que le bouche à bouche peut assister. Et ça se termine par « Narcisse, tu connais ». Ça veut dire que nous sommes fondamentalement narcissiques. Ce que nous cherchons chez l'autre, c'est nous. Que nous ne pouvons pas sortir de notre peau. Nous sommes enfermés à l'intérieur de notre peau. Et nous sommes tellement seuls dans notre peau que ce qu'on appelle l'amour, c'est la recherche de nous-mêmes chez l'autre. Narcisse, se regardant dans l'eau, c'était lui qu'il aimait, c'est lui qu'il cherchait. Et finalement, il y tombe parce qu'il va à la recherche de l'autre et il se noie. C'est l'autre que l'on amène dans notre propre niche écologique. Et bien sûr. Oui. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que l'amour? Il faut être quand même lucide. On a fait tuer des hommes pendant des générations sur ce mot. Les choses simples, et contre lesquelles on ne peut pas sortir de ce cadre. Un système nerveux, ça sert à agir. Ça ne sert pas à penser, un système nerveux. Nous sommes tellement obnubilés par notre conscience réfléchie qu'on ne voit pas. La fonction primordiale du système nerveux, c'est d'agir. Les plantes n'ont pas de système nerveux, elles sont entièrement liées au sol dans lequel elles trouvent leur nourriture, à l'air qui les entoure. Elles ne peuvent pas se déplacer. Dès que vous avez un système nerveux, dès que vous rentrez dans le règne animal, l'individu qui en est doté peut se déplacer dans le milieu, c'est-à-dire d'abord maintenir sa structure, il cherche son alimentation. Ce que vous appelez chercher à se faire plaisir. Très exactement. Encore un mot dangereux. Un mot que des générations ont marqué du sceau de Satan. Se faire plaisir. Mais se faire plaisir, personne ne réagit quand on dit, avec Claude Bernard, que tout organisme tente à maintenir les constances des conditions de vie dans son milieu intérieur. Ou quand on dit, comme Canon, un mot plus ésotérique, parler d'homéostasie, c'est-à-dire de maintien de l'équilibre biologique.
C'est ça le plaisir. Quand on n'est pas en équilibre biologique, on n'a pas de plaisir, on est mal dans sa peau. On est stressé, comme dit le docteur Cellier. C'est autre chose. Je veux bien Cellier, je dois le rencontrer d'ailleurs, c'est un vieil ami. Oui, si vous voulez, on est stressé. Bon, admettons, parce que tout le monde connaît le terme maintenant. Oui. Donc un système nerveux sert à agir, et on agit pourquoi? On agit pour se maintenir en survie, pour maintenir l'équilibre et le plaisir, donc lié à cet équilibre biologique. Quand on ne peut pas maintenir, quand le milieu ne nous permet pas cette action qu'on dit gratifiante, elle gratifie, la récompense, qui est supportée par des faisceaux que nous connaissons bien maintenant, qu'on peut appeler les faisceaux de la récompense, si vous voulez. Ces faisceaux dans lesquels, chez le rat, on met une électrode. On peut faire la même chose, on pourrait faire la même chose chez l'homme. Et on le rejoint à un circuit électrique avec une manette qui peut fermer le circuit. Mais le rat restera pendant 24 heures sans bouger, en appuyant constamment sur... Parce que l'électrode lui fait plaisir. Il ne nous le dit pas, bien sûr. Mais si ça lui faisait mal, il s'en irait. Il appuie parce que ça lui fait plaisir. Bien. Si on ne peut pas se faire plaisir, qu'est-ce qu'on fait? On fuit d'abord. Tous les animaux fuient. Quand ils ne peuvent pas fuir, ils luttent pour détruire ce qui, dans l'environnement, est dangereux pour leur survie. S'ils ne peuvent ni fuir ni lutter, c'est là que commencent tous les ennuis. Ils sont malades. Ils s'inhibent. Et ça, c'est tout un système à l'intérieur du cerveau que nous avons beaucoup étudié personnellement dans mon laboratoire depuis 2 ans, que j'appelle le système inhibiteur de l'action. L'animal s'inhibe, il ne bouge plus. Et c'est à l'origine, justement, de tout ce que Cellier nous a appris, mais dont on voyait mal l'origine. C'est à l'origine de tout le syndrome d'alarme, de toutes les maladies psychosomatiques, les ulcères d'estomac, les hypertensions. Voulez-vous que je vous donne un exemple simple, animal? Vous me direz, je ne suis pas un rat. Mais dans ça, nous sommes tous des rats. Et ça fait très bien comprendre le système. Vous avez une boîte à conditionnement. Il y a un grillage électrifié, et la chambre est séparée en 2, par une cloison. Dans cette cloison, il y a une porte. Puis il y a un signal lumineux au-dessus des compartiments. Vous faites retentir ces signaux lumineux et sonores 4 secondes avant de déclencher une décharge électrique dans le plancher. Vous mettez un rat là-dedans. La porte est restée ouverte. Au début, il est affolé. Si vous dosez ces catécholamines, si vous recherchez son équilibre biologique, il est très perturbé. Puis très rapidement, il s'aperçoit qu'il y a une porte, il passe dans la pièce à côté. Il s'est fait plaisir, il a fui. Il a donc eu un acte gratifiant. Vous recommencez, vous faites ça pendant 7 minutes par jour. 7 minutes, c'est pas beaucoup. Pendant 7 jours consécutifs. Au bout de 7 jours, vous avez pris la pression artérielle de votre rat au départ, elle est la même, elle n'a pas changé au bout de 7 jours. Maintenant, vous fermez la porte. Le rat, au début, il essaie de fuir, il ne peut pas. Il devient méchant. Parce qu'on n'est jamais méchant spontanément. On est méchant et agressif que quand on ne peut pas faire autrement. Et quand on a appris que ça peut vous faire tirer d'affaire, que l'agressivité est payante. Alors il mord ses barreaux, puis très rapidement il s'aperçoit qu'il n'y a rien à faire, ni fuir, ni lutter. Alors il s'inhibe. Vous prenez la pression artérielle de cet animal au départ, 7 minutes par jour pendant 7 jours consécutifs. Vous la prenez à l'arrivée, il est hypertendu à 20 de maxima, et vous stoppez l'expérimentation. La pression artérielle, 1 mois après, est encore à 19 ou 20 de maxima. Il est vraiment détruit. Il est hypertendu chronique. Or, l'hypertension chronique, c'est une maladie. Et en plus, il est ulcéreux, si vous lui ouvrez son estomac. Donc, nous sommes des rats. Vous permettez, j'ajoute une petite chose, parce que vraiment, c'est peut-être la chose la plus amusante. Au lieu de mettre un rat, vous en mettez 2. Ils ne peuvent pas fuir. Ils font ce que les Américains appellent le boxing rat. Ils se mettent en position de combat et ils se bagarrent. Mais ils ne font pas d'hypertension. Ils ont fait leur manifestation. Ils sont descendus dans la rue, ils ont promené leur banderole. Ils ont agi, ils ont fait quelque chose inadapté, qui ne sert à rien. Mais ils ont agi et ils ne font pas d'hypertension. Le temps passe malheureusement très vite. Suite à ce que vous venez de nous dire, on se pose des questions sur la notion de liberté également, un autre mot que vous n'aimez pas, parce que vous ne croyez pas que la chose existe. Et je crois que vous venez de nous donner un exemple qui pourrait nous laisser entendre que nous ne sommes pas libres. Mais vous ne croyez pas du tout que nous sommes libres. Je crois que vous avez déjà dit, la première chose qu'il faut enseigner aux hommes, c'est qu'ils ne sont pas libres. Mais oui, parce que d'abord, premier temps, si vous voulez, prenons les conséquences, même si c'était faux, c'est vrai que nous ne sommes pas libres, mais même si c'était faux, c'est la seule façon d'être tolérant. Parce que la tolérance ne peut s'obtenir, non pas par l'amour, la transcendance des mots qui nous ont toujours, depuis que l'homme est homme, conduit aux guerres, au génocide, au meurtre, etc. En fait, quand vous savez que l'autre n'est pas libre,
et que vous-même, vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas accuser l'autre de son choix, comme vous détenez toujours la vérité. Si vous croyez l'autre dans l'erreur, puisque c'est vous qui détenez la vérité, sans ça, si vous ne déteniez pas la vérité, vous changeriez d'opinion. Donc l'autre, qui n'a pas la même opinion que vous, est forcément dans l'erreur. Et il est libre de son choix d'erreur. Donc à ce moment-là, il faut le détruire, puisqu'il est libre de choisir, et il ne choisit pas votre vérité, qui est la seule, la vraie. Mais cette remarque, à mes yeux, là, semble être une remarque de philosophe. Non. Non? Non. Ça revient à l'amour. C'est-à-dire que votre système nerveux qui agit dans un environnement, dans cet environnement, il n'est pas vide, il y a des objets et des êtres. Et quand il se gratifie avec un objet, avec un être, il va tenter de reproduire sa gratification, bien sûr. Et il le fait, il faut qu'il le fasse. Et bien sûr, puisqu'il a mémorisé. Il mémorise. Oui. Son cerveau n'est plus libre. Il a dans son cerveau des molécules qui codent ces voies nerveuses et qui lui ont appris que telle chose, tel mouvement, telle action lui est favorable, lui est agréable. Et à ce moment-là, vous débouchez sur la notion de propriété qui est simplement la notion qu'un système nerveux, quand il s'est gratifié, il s'est fait plaisir avec des objets, des êtres, ma femme, mon frigidaire, ma voiture, ma chaîne de télévision, il essaie de les garder pour lui, pour rétablir pour renouveler ce qu'on appelle le réenforcement. De toute façon, je signale dans votre livre, L'éloge de la fuite, le chapitre sur la liberté, je crois qu'il va intéresser beaucoup de téléspectateurs. Avant de vous quitter, il faut que je vous pose la question sur celui que vous appelez votre ami. Vous avez un chapitre sur la foi, et vous parlez de Jésus, et vous l'appelez votre ami, et vous n'êtes pas tendre du tout vis-à-vis de l'Église, et aussi on se pose la question dans ce chapitre sur la foi, est-ce que vous croyez en Dieu ou pas? Je sais que c'est très vaste, là, pour 3 minutes. Oui, c'est trop vaste, parce que je crois que c'est 2 domaines qu'il ne faut pas mélanger. Il y a le domaine de la science, qui est celui du... J'ai l'habitude de prendre comme exemple le message qu'on envoie de Paris à Lyon, oui. Et qui est une phrase avec des lettres qui ont un certain rapport entre elles. Sans ça, le message ne signifie rien. Et la science se décide, enfin son projet est de voir quelles sont les relations entre les choses, entre les éléments du monde qui nous entoure et du monde qui est en nous. Malheureusement, il y a très peu de temps qu'on a commencé à s'occuper du monde qui est en nous. Jusqu'ici, on a parlé avec, mais on n'a jamais démonté la mécanique. Ça, c'est le signifiant, c'est le domaine de la science. Maintenant, savoir si ce que nous voyons, ce que nous observons de ce monde qui nous entoure, ce monde des êtres vivants et ce monde des choses, s'il a été codé par une conscience, pour une autre conscience qui doit le décoder, ce n'est pas du domaine de la science. On croit ou on ne croit pas, mais on ne peut pas, on n'a pas d'éléments pour nier ou pour affirmer. En somme, sur le plan scientifique, vous dites que vous ne pouvez pas plus nier l'existence de Dieu, que vous ne pouvez prouver l'existence de Dieu. Bien sûr. Ce qu'il y a, c'est que il faudrait être très près de quelque chose qu'on puisse dire, de logique, mais il faut se méfier de la logique. C'est assez amusant d'entendre ça dans votre bouche. Oui. Parce que vous employez beaucoup, la logique, dans vos recherches scientifiques. Oui, bien sûr, on ne peut pas se passer de la logique, mais il faut savoir qu'elle a des limites. C'est une logique qui est toujours humaine. Oui. Donc, ce n'est ni celle du hérisson, ni celle de ma cellule hépatique, qui a une logique. C'est la logique de la conscience humaine. Alors, il faudrait être très prétentieux pour croire que la conscience humaine est la seule, la dernière, la plus évoluée. Il y a peut-être même des planètes où il y a des êtres qui ont une conscience beaucoup plus évoluée que la nôtre, qui ne sont pas Dieu pour autant. Mais on peut imaginer, pourquoi pas, qu'il y ait une conscience cosmique, qu'il existe une conscience cosmique, et pour laquelle, évidemment, ni le temps ni l'espace n'existent, puisque le temps est intimement lié à l'espace, et qu'à l'intérieur de cette conscience cosmique, il n'y a pas à se déplacer, puisqu'il est à la fois le temps et l'espace. Et la personne même de Jésus, pour vous, est quelque chose d'assez fascinant. Très fascinant, oui. En sens que, si vous voulez, je commence par dire que j'étais né 200 ans avant sa naissance à lui, en Chine, je n'aurais jamais connu. Donc il y a déjà un déterminisme à la connaissance que j'en ai. Et en plus, on me l'a fait connaître sous une certaine forme, liée à une socioculture d'une époque de l'évolution de l'humanité. Ce n'est pas n'importe quelle religion. La preuve, c'est qu'il y en a, même autour du nom du Christ, il y a une quantité de religions qui se sont créées. Mais je dis que c'est un ami parce que rien dans les évangiles qui ont manifestement été écrits et rapportés par des apôtres, de braves gens qui n'y ont rien compris. Et je me demande si ce n'est pas maintenant seulement que le décodage devient possible. Parce que on transmet ces paroles du Christ
qui sont révoltantes. Rien de plus asocial. Enfin, les ouvriers de la dernière heure, la lâcheté du monsieur qui sur le mont des Oliviers, il dit, mon père, si vous pouviez m'éviter de boire jusqu'à la lit cette coupe, ce crogneux, il est pas viril, ce gars-là. Bon, il n'est pas libre aussi, pour mais en plus, ce type, bah oui, pas libre. Mais quand il dit sur la croix, père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, avant Freud, il avait dit que ces gens étaient strictement inconscients et que l'homme vit consciemment. C'était parler de l'inconscience, ça. Bon. Quand il voit le jeune homme riche qui lui dit qu'est-ce que je peux faire encore, ben, lâche tout et suis-moi. Puis il peut pas. Et il l'aima. Le Christ, en s'éloignant, aima ce jeune homme riche parce qu'il était le seul à savoir qu'il était entièrement conditionné, qu'il n'était pas libre, qu'il ne pouvait pas le suivre. Docteur Labori, c'est maintenant que je dois vous remercier beaucoup pour cet entretien. Et je signale aux téléspectateurs que vos 2 derniers livres, La Nouvelle Grille et L'éloge de la fuite, sont des livres dans lesquels vous allez retrouver plus en profondeur certains des sujets dont il a été question ici aujourd'hui. Bonsoir.